Merci à tous et toutes, parce qu'il y a sans doute des femmes avec nous, je l'espère en tout cas, du coup de nous rejoindre ce matin donc, sur le sujet malheureusement d'actualité qui est lié à la crise russo-ukrainienne, on va l'appeler comme ça, en tout cas de mon côté. Donc merci aussi à la Banque Populaire du Sud et aux équipes de Natixis d'intervenir ce matin avec nous là, pour nous expliquer un peu la situation et un peu quels sont les impacts de tout ça à venir ou déjà pour nos entreprises et quels outils pourraient être mobilisés peut-être éventuellement si vous avez déjà réfléchi à ces questions-là. Merci Gabriel du coup, côté Banque Populaire du Sud d'avoir permis ça et du coup je te laisse la parole Gabriel si tu veux refaire un petit mot d'introduction. Ouais, et ben déjà bonjour à toutes et à tous, hein. Moi, je pense qu'on se connaît pour l'essentiel. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Gabriel Urena. Bonjour, responsable du marché des entreprises à Banque Populaire du Sud. Et comme l'a dit très justement Michael, ce qui nous avait paru important, nous, pour pouvoir de faire assez rapidement, c'est un point par rapport à la crise ukrainienne. Alors, un point surtout au niveau macro, parce que vous pouvez avoir des répercussions. Et sachant qu'en face de ces répercussions, il y a déjà des solutions qui commencent à arriver. Donc pour cela et pour ce faire, comme c'est pas du tout ma partie, j'ai fait appel à mes collègues de Nimi, donc société de gestion, qui m'ont fait passer un super beau PowerPoint de présentation. Mais si vous voulez, comme moi, je préfère toujours le discours, enfin la parole. Je vais pas en dire plus et je vais leur laisser tout de suite la parole, en sachant que la seule information que je pourrais vous donner en plus, c'est qu'on a convenu avec Michael, d'ici quelques temps, de prévoir un atelier un peu plus consistant sur une demi-journée, qui pourrait reprendre à la fois la trésorerie, si toutefois il y a des excédents, à la fois l'approche du patrimonial du chef d'entreprise. Donc on irait un peu plus dans le détail, du point de vue bancaire et du point de vue placement. Mais là, on est plus au niveau macroéconomique. Et donc, je laisse la parole. Et bien, on va peut-être commencer par Santino, puisque c'est toi qui es à l'origine de tout ça, quoi. Voilà. Oui, ouais, merci beaucoup, Gabriel. Derrière. Donc, enchanté de pouvoir effectivement vous accompagner et faire cette réunion avec vous. Donc, en fait, Gabriel nous a sollicité il y a quelques jours pour pouvoir organiser en fait un point sur la situation évidemment russo-ukrainienne qui eh bien, aura forcément nécessairement un impact pour la vie de beaucoup d'entreprises aujourd'hui européennes. Donc, ça va surtout être l'idée de ce call. Moi, pour faire juste une rapide présentation, mais chacun se présentera après en quelques mots. Donc, moi, en fait, je suis le responsable, en fait, si vous voulez, régional. On est en France, on est répartis au niveau de chez Natixis, au niveau de chaque banque populaire. Et moi, si vous voulez, je m'occupe pour Natixis, en fait, Investment Managers, d'être le référent un petit peu régional de l'épargne financière pour Natixis. Et parfois, donc c'est le cas aujourd'hui, quand on a des besoins, comment dirais-je, des besoins plus spécifiques, en fait, je fais appel à un pôle expertise qui eh bien, peut répondre à certaines de vos demandes, certaines des demandes. Et ce qui est le cas en fait aujourd'hui, puisque là, je vais être entouré donc de Stéphane Pierronnet, de Romain de Braquilange qui se présentera également après. Et on a également la chance d'avoir Jean-Christophe Brun avec nous ce matin, donc qui travaille chez Natixis IM Solutions, qui vous présentera un petit peu à date, si vous voulez, la situation dans laquelle on est et faire des perspectives sur évidemment les conséquences, notamment liées aux matières premières, parce que c'est le premier enjeu aujourd'hui sur la vie des entreprises. Rapidement, pour vous expliquer un peu aujourd'hui qui est Natixis. Natixis, aujourd'hui, vous avez le groupe BPCE, donc c'est le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui est détenu par 15 banques régionales des caisses d'épargne et par 14 banques régionales des banques populaires. Et donc, le groupe BPCE détient différentes filiales, dont Natixis et dont Natixis Investment Managers. Natixis Investment Managers, c'est une vingtaine d'affiliés, c'est 1250 milliards sous gestion, c'est la 15e société de gestion d'actifs dans le monde, donc c'est une société qui est extrêmement puissante. Ça, c'est une des choses. Elle est présente dans le monde entier, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. La galaxie fait que on a un modèle qui est ce qu'on appelle multi-affilié. Donc, vous allez avoir des sociétés de gestion qui vont se retrouver dans notre modèle, qui vont être différentes les unes des autres. On ne rentrera pas dans le détail, c'est pas l'idée ce matin, mais lorsqu'effectivement on fera nos ateliers, si c'est organisé dans les semaines et mois qui viennent, on vous présentera un petit peu plus en détail. Mais on a un système un peu de multi-boutique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nos 20 affiliés principaux, on a des sociétés qui sont dans différents items. Si je prends l'exemple de Mirova, peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est simplement le pionnier de l'ISR.
Et après, on a des sociétés plutôt américaines qui ont une vision, si vous voulez, de l'économie ou une vision de leurs fonds qui n'ont strictement rien à voir. Donc, ce système multiboutique fait que quand on arrive à créer des propositions pour nos clients, on arrive à faire des choses qui soient complémentaires les unes des autres. Ce que je peux vous dire aujourd'hui au niveau des équipes, c'est qu'on est réparti, moi je suis réparti donc au sein de NatixICM pour les banques populaires. Et donc vous avez Stéphane et Romain que je vais laisser se présenter, qui eux sont sur la partie ce qu'on appelle institutionnelle, les banques privées, qui ont une spécificité sur le chef d'entreprise. Voilà, je passe la parole à Stéphane pour se présenter, Romain, et ensuite on laissera tout le temps nécessaire à Jean-Christophe pour nous faire sa présentation. Stéphane, si tu veux dire quelques mots. Ouais, juste Stéphane, il y a le micro qui est coupé. Stéphane, tu as ton micro coupé. Hop, ça y est, me voilà. Excusez-moi, c'est pour basculer d'un écran à l'autre. Bon, enchanté. Je vais dire, ça va être très rapide, hein, Stéphane Pierronnet. Je travaille avec Santino sur la partie banque privée. L'objectif est d'apporter aux dirigeants d'entreprise et autres familles qui font partie des banques privées les solutions nécessaires et les solutions nécessaires à vos besoins. C'est important et on a besoin d'être réactif, prendre un peu plus de temps. Donc moi, je suis là vraiment pour prendre de la hauteur et orienter vers les bonnes solutions. Dans le cas d'aujourd'hui, hein, c'était d'aller chercher dans notre filiale Nîmes Solutions, notre expert en macroéconomie qui va être fait tout à l'heure. Donc voilà pour moi très rapidement. Je vais passer la main à Romain parce que l'objectif est vraiment de passer très rapidement à ce plan macro. Merci beaucoup. Merci Stéphane, merci à tous. Effectivement, alors pour reprendre, effectivement, donc on a, vous l'avez compris, plusieurs interlocuteurs chez NatixICM pour les solutions adressées à différents types de clients. Donc il y a à la fois la banque privée, la gestion privée. Moi, je suis plutôt en charge de la clientèle entreprise et institutionnelle. Donc dès que vous aurez je dirais des problématiques placement à court terme, à long terme, voilà, je serai votre interlocuteur sur ce point-là. Et peut-être aussi pour resituer Nîmes Solutions, donc comme l'a dit Santino, donc nous on est la partie de distribution, on propose les OPCVM à nos clients. Et Nîmes Solutions, qui est représenté aujourd'hui par Jean-Christophe, eux, c'est ce qu'on appelle notre allocataire, c'est lui qui va nous aider à construire des portefeuilles en face de problématiques placement des clients, de vos problématiques. Et donc, ils nous sont très utiles également voilà, pour avoir aussi leur vision macroéconomique. Et c'est pourquoi on a fait appel à Jean-Christophe pour qu'il nous donne un petit peu sa vision sur ce conflit qui est assez dense et sur lequel il y a beaucoup d'informations, c'est assez fluctuant. Donc, sans plus tarder, on va laisser la parole à Jean-Christophe pour laisser dérouler son entretien. Si tu veux, Jean-Christophe, tu veux que je fasse dérouler les slides? Alors, ça vient juste de te préparer, en fait. Ah, d'accord. Donc, ça devrait marcher. J'ai eu un coup de frayeur, pour être franc avec vous, j'ai eu un coup de frayeur parce que mon ordinateur s'est arrêté 5 minutes avant la réunion et PowerPoint ne redémarrait pas. Mais là, ça a l'air de marcher. Donc, je vais essayer de partager mon support avec vous. Vous me dites si vous le voyez. J'ai l'impression que ça marche. Ouais. Si ça vous va? C'est bon. Si tu peux le mettre en mode présentation, ça sera parfait. Ouais, voilà. Oh, c'est un petit miracle, alors je suis vraiment content. Je suis content d'être avec vous aussi ce matin, très heureux. Donc, on a pas mal de sujets à aborder. On va essayer de l'aborder sous l'angle des éléments qui sont les plus impactants pour la vie d'une entreprise et les préoccupations d'un chef d'entreprise. Donc, on va faire un point macro, même si, il faut bien le dire, les prévisions macroéconomiques sont un peu fragiles en ce moment. Il y a beaucoup de révisions. Et puis, on n'a pas toutes les clés pour avoir une visibilité très fine des choses. Mais ça n'empêche pas d'essayer de faire quand même l'exercice. On va évidemment parler beaucoup d'inflation, de coûts, d'évolution des coûts, notamment des coûts d'approvisionnement. On va regarder en détail les matières premières et l'impact
du conflit en Ukraine sur les matières premières. Et puis, on va essayer de ne pas passer à côté de variables qui sont très importantes pour l'avenir, comme le moral des ménages en France et aux États-Unis. Et c'est important de préciser que c'est la France et les États-Unis, parce que il s'agit de deux économies qui reposent énormément sur leur PIB domestique, la croissance interne, la consommation, les services. Et donc, de ce point de vue-là, on a quand même une chance par rapport à d'autres pays, comme je pense par exemple à l'Allemagne. On a un petit peu plus de visibilité et on traverse ce contexte difficile un tout petit peu mieux que des économies très ouvertes comme celle de l'Allemagne. Voilà, donc les marchés, en bref, qu'est-ce qui les guide? Évidemment la guerre en Ukraine. Pourquoi? Parce que ça nous amène à avoir des révisions de croissance à la baisse. Alors, révision de croissance à la baisse, ça ne veut pas dire rentrer en récession, parce qu'on entend de plus en plus dans les médias. Il faut être quand même relativement prudent là-dessus. Mais c'est vrai que qui dit une croissance plus faible dit des bénéfices plus faibles pour les entreprises. Alors, pas forcément pour toutes, mais dans l'ensemble, c'est quand même ça la traduction d'une croissance qui est plus faible, avec des risques de rupture d'approvisionnement, évidemment. Des secteurs qui sont en vert, ceux de l'énergie, de la défense, les valeurs défensives, ceux qui sont dans les secteurs défensifs, par exemple la santé, les télécoms, par exemple, inspirent plus de confiance pour traverser cette période difficile que d'autres secteurs. Et puis on a l'inflation qui est en rouge et qui est en gras, parce qu'évidemment, le conflit en Ukraine rajoute encore des éléments inflationnistes. On n'en avait pas forcément besoin, mais ça vient, voilà, c'est un fait. Ça rajoute de l'inflation à une inflation qui était déjà élevée. Autre point important, même s'il fait moins l'actualité que le premier point, c'est la vague de Covid en Asie, avec des zones de confinement qui sont extrêmement grandes. Hein. C'est évidemment le traitement chinois, avec l'obsession de ce zéro contamination, qui a des conséquences importantes sur le plan économique, parce que on ferme des régions entières, des régions comme autour de Shenzhen, maintenant Shanghai, et puis ce sont des zones qui pèsent énormément dans les chaînes de production, puisqu'on y trouve les ateliers dans l'électronique, dans l'habillement, dans pas mal de choses qui après sont importées en Europe et aux États-Unis. Donc là, c'est vrai qu'il y a un élément très important qui n'est pas à minorer, et qu'on a un peu tendance à mettre de côté en ce moment, du fait évidemment de la concentration de l'attention sur l'Ukraine. Autre élément, je vais cliquer 2 fois, c'est les virages brutaux, il faut dire ça comme ça, des banques centrales et notamment de la Fed, qui a donc entamé sa politique de sortie de sa position accommodante, qu'elle avait mis en œuvre donc de façon très très forte pendant le Covid-19. Et donc là, ça veut dire qu'il faut retirer petit à petit tous les mécanismes qui avaient été mis en œuvre pour aider à passer cette période difficile liée au Covid. Donc ça veut dire, dans un premier temps, retrait des liquidités. La Fed achète moins de papier sur le marché. Donc c'est des papiers, c'est des émissions du Trésor américain, mais c'est aussi des émissions obligataires d'entreprises privées. Deuxième étape, c'est la hausse du taux directeur, qui a commencé déjà le mois dernier. C'était une première depuis 3 ans, avec une hausse de 25 points de base. Alors, c'est pas encore le vrai remède, hein, puisque là, pour l'instant, on n'a eu peut-être une avant-goût de ce qui va se passer, puisque on parle plutôt d'augmentation des taux de 50 points de base pour les 2 prochaines réunions de la Fed. Et donc là, c'est que le début. Et puis le troisième étape, une fois qu'une grande partie des 2 premiers points aura eu lieu, c'est la réduction du bilan de la Fed. Voilà. Donc on sait à peu près ce qui va se passer du côté des États-Unis, bien évidemment. Tout ça, c'est s'il ne se passe pas un ralentissement trop prononcé
de la conjoncture, y compris aux États-Unis, parce que tout ça pourrait évidemment être reporté, atténué ou carrément ne jamais avoir lieu. Sachant que pour le moment, ce qui prend le dessus dans la lecture de la situation par Jérôme Powell et la Fed, c'est qu'il faut lutter contre une inflation qui est extrêmement élevée. Et ça l'emporte sur le fait qu'il faut probablement aider encore un petit peu l'économie américaine compte tenu des vents contraires qu'on affronte en ce moment. Alors, cette politique monétaire de la Fed et des banques centrales de façon générale dans le monde a pour conséquence aussi de favoriser des valeurs qui sont plutôt des valeurs value et moins des valeurs de croissance. Donc, en bourse, vous avez quelques secteurs qui marchent bien et d'autres qui souffrent beaucoup dans cette remontée des taux. Et cette remontée des taux, évidemment, elle est très brutale. Elle s'est faite quasiment, on peut le dire, en 3 mois. Alors que ça fait des années qu'on vit avec une baisse graduelle des taux. Donc le mouvement est très asymétrique, très brutal. Et du côté de la BCE, en fait, il faut s'attendre à une amorce de politique dans le même sens, mais du fait d'une inflation qui est nettement moins élevée en Europe, il y a moins d'urgence à le faire. Et de façon assez classique, la BCE a tendance à être plus flexible, beaucoup plus mesurée dans ses prises de décision que sa sœur aînée de la Fed. Mais voilà, c'est un cap qui est en train de changer qui est du côté de la BCE. Alors, pour ce qui concerne les marchés financiers, c'est intéressant parce que ça nous donne une lecture des choses, même si les marchés financiers sont très volatiles, on le sait, mais quand même, malgré tout, ça nous donne une lecture, une anticipation de l'avenir. Et ça, c'est toujours intéressant de regarder ce que pensent les marchés, en plus de la macro. Et dès le début, on avait une indication qui était la suivante, c'est-à-dire que si vous prenez un certain nombre de conflits géopolitiques majeurs, donc vous les voyez ici, on remonte à 1941 avec Pearl Harbor, vous voyez, donc on passe pas à côté de grands événements, puis on a la Corée, les missiles de Cuba, enfin on a toute une série d'événements extrêmement perturbant, stressant pour l'économie, pour les marchés financiers. Et ce qu'on constate, c'est 2 choses. C'est d'abord que, en moyenne, 15 jours après le choc, on atteint le niveau le plus bas sur les marchés financiers. Et 35 jours après, on revient au niveau qui était ceux avant le choc. Voyez. Alors cette règle-là, quand on a commencé à en parler le 23 février, le 24, enfin plutôt le 24 et le 25 février, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on avait du mal à y croire. Et regardez, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a eu 14 jours plus tard, on a vraiment atteint le point bas. Alors là, il s'agit du CAC 40. Et alors, c'est 34 jours plus tard, on est revenu au niveau d'avant-choc. Vous voyez, donc tout ça pour dire que il faut se garder d'avoir d'abord une vision unique des choses, et que la vision qui nous est proposée par les marchés financiers, elle est finalement pas si dramatique que cela, même si, encore une fois, je rajoute, les marchés financiers peuvent basculer facilement de l'optimisme au pessimisme. Mais au moment où on se parle, c'est pas le pessimisme qui l'emporte. Alors un point macro, déjà pour parler des enquêtes sur l'opinion des chefs d'entreprise. Donc ça, c'est une enquête qui a été menée auprès de 8500 entreprises en France par la Banque de France entre le 24 février et le 3 mars. Donc c'était au tout début du conflit. D'abord, pour dire que on avait malheureusement c'est dommage parce qu'on avait très bien commencé l'année avec un mois de février qui était au-dessus des anticipations dans l'industrie, dans le bâtiment, dans les services où on commençait en fait à reprendre du souffle en sortie de confinement. Et puis mois de mars déjà, une progression qui se confirme dans les services, tout à fait normal. Un peu plus modéré dans l'industrie, mais déjà une forme de repli dans le bâtiment. Voilà. Donc, à l'époque, on avait des perspectives de progression du PIB en France de 2,8%. Bon, tous ces chiffres-là, évidemment, il faut les prendre avec beaucoup de précautions. Mais voilà, c'est
ce 2,8% en France tenait déjà compte d'une hypothèse d'un prix nettement plus élevé des énergies fossiles compte tenu du conflit en Ukraine. Alors quand on les interroge sur l'avenir, les chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent que le conflit, la vague Omicron, c'est en train de baisser un petit peu, mais ce qui l'emporte évidemment sans surprise, c'est le conflit en Ukraine. Alors, ceux qui travaillent dans l'industrie sont les plus nombreux à répondre qu'ils sont inquiets. Ceux qui travaillent dans le bâtiment sont les deuxièmes. Et puis ceux qui travaillent dans les services, eux, sont un petit peu moins inquiets par ce qui se passe en Ukraine. On le voit ici d'une autre façon. Vous voyez que dans ceux qui répondent le plus à une source d'inquiétude, vous avez les transports, machines et équipements évidemment, l'industrie chimique, l'industrie de façon générale. Après, vous avez tout ce qui peut rentrer dans les produits de base, et puis les services à la fin, puis la restauration. Alors, bon, parce que c'est plus local, mais après, il y a l'effet d'inflation qui peut quand même un petit peu jouer. Alors, sur l'inflation, justement, quand on les interroge aussi sur l'inflation, les chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que pour le trois quarts d'entre eux, ils ont augmenté leur prix lors des 12 derniers mois. Voilà. On le voit très nettement, dans les courbes parlent d'elles-mêmes. C'est un mouvement qui est extrêmement marqué, et 40% des entreprises indiquent avoir augmenté trois fois leur prix sur les 12 derniers mois, et la plupart d'entre eux estiment qu'ils devront continuer à augmenter leur prix. Voilà, donc ça donne une première tendance. Le chômage, de son côté, lui, il continue de baisser. Donc, on est à 6,8% de chômage en zone euro. C'est un très, très bon chiffre. On voit graphiquement, on revient même en dessous de 2008. On est très en dessous de 2019. Donc, de ce point de vue-là, il y a quand même une statistique qui est très, très, très positive. Et puis, quand on regarde aux États-Unis, là aussi, on a un marché de l'emploi qui est très bon. 430 000 créations de postes en mars. Alors, c'est un petit peu inférieur aux attentes, mais voilà, c'est compte tenu du contexte, qui est quand même très défavorable. Ça reste une belle surprise, ça a été salué par les marchés. Et quand on regarde le chômage, vous avez le graphique ici, vous voyez qu'on est à 3,6%. On était à 3,8% juste avant, en février 2020, juste avant le Covid. 3,5 juste avant le Covid. Ouais, donc on est quasiment en plein emploi. Voilà. Donc ça, c'est un message très fort qui nous vient des États-Unis. Alors à côté de ça, on a le salaire horaire moyen qui augmente un petit peu. Il a augmenté 13 cents, soit plus 0,4% en mars. Voilà, donc certes c'est une progression. C'est pas non plus une progression qui est phénoménale. Ça touche plutôt d'ailleurs les bas salaires. Et puis sur 12 derniers mois, ça fait une progression quand même de 5,6%. C'est beaucoup, mais rapporté à l'inflation aux États-Unis, c'est quasiment 2 fois moins que l'inflation. Donc ça reste quand même quelque chose qui est relativement contenu. Quand on regarde là aussi, pour avoir une idée un petit peu prospective des choses, les enquêtes IHS Markit avec les indicateurs PMI. Alors on rappelle que les indicateurs PMI, si vous êtes au-dessus de 50, ça veut dire que c'est bon signe, c'est précurseur d'une amélioration du PIB. Et si à l'inverse vous êtes en dessous de 50, c'est mauvais signe, ça veut dire que vous devriez connaître une baisse du PIB, potentiellement une récession. Alors, quand on regarde les chiffres, ce qu'on voit, c'est que ça va pas fort en Chine, c'est la courbe jaune. On voit que du côté de la zone euro, alors même si ça a tendance à baisser sur quelques mois, ça reste à un niveau très correct.
Quand on regarde historiquement, alors bien sûr le pic est derrière nous, mais ça reste un niveau très correct. Et aux États-Unis, ça a eu tendance à remonter sur les dernières enquêtes. Donc ça, c'est très favorable. Dans les services, évidemment, la Chine est impactée parce que Covid. Les services en Europe se maintiennent et continuent de s'améliorer aux États-Unis. Et du côté du manufacturier, ça baisse un petit peu en Europe, mais aux États-Unis, ça ne fléchit pas en fait, ça reste très solide. Alors, quand on parle alors je vais revenir sur les ménages. Les enquêtes ici, l'enquête de l'INSEE, qui est très récente, qui date de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il y a une chute très très forte du moral des ménages français. Vous voyez ici en mars, ça baisse, l'indicateur baisse de 6 points. Il est très en dessous de sa moyenne historique qui est à 100. Donc voilà, ça c'est un élément quand même à prendre en compte. Quand on les interroge sur les 12 derniers mois, ils ont tendance à avoir une vision positive des choses. Ils pensent que leur niveau de vie s'est amélioré sur les 12 derniers mois. Et en revanche, quand on les interroge sur les 12 prochains mois, en fait, les enquêtes révèlent que leur morale se détériore très très fortement. Alors que on a quand même un marché de l'emploi qui est très bon. Et d'ailleurs, quand on les interroge sur leur vision sur l'emploi, les Français ont tendance à dire que ça va se dégrader dans les prochains mois, mais ça reste à un niveau qui est très très bas par rapport aux moyennes historiques. Voilà, les Français ont bien intégré que le chômage était passé à des niveaux extrêmement bas. Et ce qui les inquiète ici, et on va le voir juste après, comme aux États-Unis, c'est par contre l'inflation. On est à des niveaux de réponse sur ces enquêtes qui sont à des niveaux records. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu depuis que l'INSEE fait ses enquêtes, c'est-à-dire depuis 1972, on n'a jamais vu autant de Français, de personnes interrogées qui répondent que l'inflation, les prix vont accélérer lors des 12 prochains mois. Et du côté des États-Unis, si on fait le pendant, on a le Conference Board qui a donné son enquête, qui a révélé son enquête le 29 mars. Et là, vous voyez, on a alors ça s'améliore un petit peu. Voilà, premier élément, vous voyez ici en mars, ça s'améliore un petit peu. Bon, c'est toujours bon à prendre, c'est pas très fort, mais ça s'améliore un petit peu. Mais par contre, quand on regarde sur la situation présente, c'est la ligne bleue, ça s'améliore. Mais les Américains, comme les Français, quand on les interroge sur l'avenir, vous voyez, ça se dégrade. Et évidemment, là aussi, c'est pas le chômage qui les inquiète. Ça, on avait pu le voir historiquement, on a souvent ce genre d'interrogation, c'est sur le chômage. Mais là, c'est pas le chômage. On l'a vu, on est quasiment en plein emploi aux États-Unis. Mais ce qui les inquiète, c'est l'inflation. Effréner de l'inflation. Alors, du côté de l'économie américaine, quand on regarde les indicateurs qui sont des indicateurs synthétiques qui prennent un grand nombre de signaux macroéconomiques. Alors on a le ADS qui est regardé par la Fed de Philadelphie, on a le Weekly Economic Index qui est regardé par la Fed de New York. Dans les deux cas, ce qu'on voit, c'est que il y a une légère baisse, ça c'est indéniable, depuis quelques mois sur 2022. Ça se dégrade des deux côtés, mais on reste à un niveau qui reste quand même très très élevé. Ça reste des niveaux, quand on regarde historiquement sur le graphique, vous voyez, à droite, on est quand même sur des niveaux qui sont très supérieurs à ce qu'on a pu connaître lors des dernières années. Donc, ça quand même donne relativement confiance sur ce qui se passe aux États-Unis. Quand on regarde avec la décomposition, à gauche, ce qu'on voit, c'est que sur 2022 et 2023, les États-Unis peuvent encore compter sur la consommation intérieure, qui reste encore assez forte, c'est ce qui est en rouge, ce qui nous amène à des perspectives, alors qui sont évidemment beaucoup plus faibles que les niveaux auxquels on s'attendait en début d'année. Mais vous voyez, 2,4%. Alors, pardon, ça c'est en zone euro. Je suis désolé, les États-Unis c'est juste après. 2,4% en zone euro, ça reste quand même solide. Par contre, 1,4% en 2023. Là, on est en dessous des 2%. Le niveau de 2% étant celui
généralement à partir duquel on considère qu'on crée de l'emploi. Donc à 1,4%, on devrait commencer à détruire des emplois en zone euro. Et le bas qui blesse, c'est surtout l'Allemagne, où là on attend dès 2022 un PIB en croissance seulement de 1,8%. Oui, donc bon, ça reste, c'est pas de la récession, hein, on est loin de la récession, mais évidemment, on voit clairement l'impact de la crise en Ukraine. Alors aux États-Unis, voilà, on y arrive. Là, ça reste beaucoup plus fort. On est à 3% sur 2022, 1,9% en 2023. Et là, les États-Unis, comme en Europe, on peut compter quand même sur la consommation intérieure, ici en rouge, qui reste quand même très solide. Voilà, alors l'inflation, c'est le nœud du problème, hein. Quel que soit le sujet qu'on prend, on arrive à peu près toujours finalement à l'inflation. Elle est très très forte en zone euro, hein. On a eu les stats de l'Institut Eurostat le 1er avril. En zone euro, on devrait être à 7,5% sur un an. On était encore qu'à 5,9% en février, donc ça accélère très très fortement sur le mois de mars. Ça, c'est très lié à la crise en Ukraine, cette accélération, mais le mouvement, il a été entamé bien avant ce qui se passe en Ukraine. Alors, c'est surtout les prix de l'énergie qui explosent à 44%. On était à 32% en février, donc ça explose totalement. Et évidemment, la grande question, c'est est-ce que cette baisse du pouvoir d'achat va menacer la reprise post-pandémie qu'on commençait à voir et à laquelle on s'accrochait pour nos projections 2022. Quand on regarde sur les différents pays, d'abord on voit que les pays qui sont les plus dépendants des prix d'importation de l'énergie sont les plus touchés. Donc vous avez l'Allemagne, la Belgique, vous avez l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et puis la France. On s'en sort plutôt bien parce que nous, avec notre énergie nucléaire, on s'en sort mieux que nos voisins. Mais vous voyez, quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on voit que la hausse de l'inflation, le principal accélérateur, il a eu lieu pour ces pays-là, la plupart de ces pays-là, en octobre 2021. Et on est passé de 1,6, on était à 1,654 en Belgique, 2% en mars 2021, 4,6 en octobre. Donc on ne peut pas non plus attribuer toute l'accélération de l'inflation à l'Ukraine. Il y a d'autres sujets qui tiennent au goulet d'étranglement, et puis aussi au fait que quand on sort de confinement, on a tout à coup soif de consommation, on se met à consommer beaucoup, et en face, on n'a pas tous les produits qui sont disponibles autant qu'il faudrait, et donc ça, c'est aussi un vecteur d'inflation. Autre vecteur d'inflation, le transport. Quand on regarde le coût du fret, alors là, on regarde le Baltic Dry Index. Le Baltic Dry Index, en fait, c'est un indice qu'on regarde beaucoup parce que ça nous donne une vision synthétique. Ça prend en compte, en fait, 26 routes maritimes pour le transport de vrac. Vous voyez, comme le bateau qui est là. Donc, c'est assez intéressant parce que là, on est en début de chaîne. On est vraiment au tout début du process de transformation de la matière. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, on a connu des niveaux très très bas au moment du Covid. On est allé à chercher un pic extrêmement élevé en octobre 2021 de l'année dernière, à 5500 points. Et puis depuis, on a baissé de 57%. Mais finalement, on a connu une forte baisse et on a eu tendance à remonter depuis quelques semaines. On pensait qu'on pourrait s'installer durablement dans des zones un peu plus standards, un peu plus normées. En fait, il n'en est rien. C'est-à-dire que avec ce qui se passe notamment en Chine, ça nous a fait remonter à des niveaux qui sont relativement élevés. Quand on regarde un autre indicateur, c'est le Shanghai Containerized Freight Index, qui nous donne les prix. Là aussi, une synthèse. Vous avez à droite ici comment est constitué cet indice. Donc, on prend 20% de la route d'un container qui va de Shanghai vers l'Europe. On prend 20% d'un container qui va vers les US, etc. Et cet indicateur, on voit qu'il a eu tendance un peu à baisser.
mais il reste très très élevé par rapport à des niveaux standards. On est encore très très loin de revenir à la norme. Donc ça, c'est vrai que ça nous donne quand même une bonne idée du niveau où est l'inflation aujourd'hui et surtout de ce que va être l'inflation dans les prochaines semaines et les prochains trimestres. Alors, les matières premières, on en a beaucoup tourné autour du sujet, mais on sait qu'immanquablement, il faut qu'on traite ce sujet-là, donc on va le traiter. On commence par le pétrole, avec d'abord à gauche des grandes tendances. Des grandes tendances. Et c'est quoi ces grandes tendances? C'est que, en fait, quand vous regardez la demande mondiale de pétrole, bah, vous regardez d'abord les pays qui sont de l'OCDE. C'est la courbe qui est en bas. Vous voyez ici, ça a tendance à baisser. Alors ça a chuté si on exclut le V du Covid. Hein. On est dans une tendance de baisse et on s'attend à ce que ce soit flat ensuite. Donc ça veut dire que les pays développés ont tendance à, année après année, à diminuer leur consommation d'énergie fossile et du pétrole. Mais là, c'est tout à fait l'inverse qu'on observe dans les pays non OCDE, où là, vous voyez, la tendance, là encore, si on écarte le V du Covid, la tendance est très clairement à la hausse. Ça veut dire que globalement dans le monde, il ne faut pas se tromper, on va consommer de plus en plus de pétrole. Même si dans les pays développés, on arrive à diminuer notre consommation, ça sera plus que compensé par les pays émergents. Dans la consommation, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord les transports, et très nettement, 66% quasiment du pétrole est brûlé par les moteurs des véhicules. C'est essentiellement la route. Donc j'ai mis cette photo, ça c'est une photo, un retour de vacances en Chine. Vous voyez, avec un trafic routier, avec cinquantaine de lignes de trafic. C'est ça la réalité en fait. Hein. Donc ce qui s'est passé en Russie, évidemment, n'a pas aidé. Pourquoi? Parce que on n'en est pas forcément conscience, mais la Russie, c'est le troisième producteur mondial de brut, derrière les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Et c'est surtout le deuxième exportateur mondial. C'est-à-dire que les échanges de brut se font énormément avec du pétrole qui vient de Russie. On peut estimer que c'est 7 millions de barils jour qui sont commercés, en fait, échangés hors de Russie. Voilà. Dont 6 milliards de barils jour qui se font via des flux maritimes où il faut beaucoup d'administratifs, il faut beaucoup de services financiers, bancaires, et ça, c'est évidemment très vulnérable. Alors, face à ça, on a un pétrole qui est monté au plus haut à $129 le 8 mars, mais qui a tendance à baisser à $105. On va voir pourquoi. D'abord, une des explications, c'est que les États-Unis, en urgence, ont décidé de puiser dans leurs réserves stratégiques. Donc, on a 1 million de barils jour qui va être mis sur le marché. Alors, les Américains font pas ça pour aider les Européens. Hein, c'est pas ça. C'est parce qu'il y a des élections anticipées des midterms, pardon. Le terme exact, c'est midterms aux États-Unis, des élections intermédiaires, et que le sujet du pouvoir d'achat aux États-Unis aussi est un sujet numéro 1. Donc, pour des raisons de politique interne, Biden a pris cette décision-là. Alors, il essaye aussi de mettre la pression sur l'OPEP. Pour l'instant, ça n'a pas eu beaucoup d'effet, c'est moins qu'on puisse dire, puisque l'OPEP, alors si on prend l'OPEP et on peut élargir à l'OPEP+, en prenant la Russie, ils se réunissent, ils prennent régulièrement le pouls de la situation, et leur décision consiste à dire, on a de la volatilité, on a des soubresauts dus à des événements géopolitiques, mais la mission de l'OPEP n'est pas de répondre comme ça de façon un peu hâtive à des problèmes géopolitiques. Donc l'OPEP s'adresse essaie de traiter des sujets des fondamentaux du marché. Et là, pour le moment, il est trop tôt pour dire que les fondamentaux du marché ont bougé. Donc l'OPEP reste sur une augmentation de 400 000 barils
assez régulièrement, mais ça c'était un calendrier qui était déjà initié avant l'Ukraine, et ils vont pas déroger à cette mesure-là. Quoi qu'on en dise, même si voilà, c'est très faible comme mouvement, quand on additionne le fait qu'on puise dans les réserves stratégiques des USA et que l'OPEP augmente un tout petit peu sa production, ça permet à peu près de compenser la moitié du pétrole russe qui a été sanctionné. Alors bon, c'est difficile, hein, ce sont des ordres de grandeur, c'est difficile de savoir parce que les bateaux russes ont supprimé leur connexion GPS pour pas être repérés, et du coup on est un petit peu perdu sur la route, les destinations qui sont prises par les bateaux qui exportent du brut russe. Mais voilà, ça donne déjà une réponse qui est pas la hauteur des 7 millions de barils de jour exportés par les Russes, mais qui donne une première quand même, un premier soulagement. Voilà. Sachant que quand on regarde la demande ici, ça reprend les chiffres qu'on voyait tout à l'heure, et surtout, on voit que en termes de production, la production, vous voyez, c'est le graphique qui est en bas, elle a énormément réduit d'année en année. Donc, on peut plus, comme là aujourd'hui on voudrait augmenter la production, on peut le faire de façon marginale, mais évidemment de lancer des puits offshore comme on voit sur l'image ici, ça prend des années, et surtout les producteurs de pétrole ne sont plus aidés par les banques qui ne veulent plus dégrader leur score ESG. Voilà, donc ça devient compliqué de produire autant qu'avant. Donc voilà, quand on essaie de faire des projections, ce qu'on voit, c'est que on a, vous voyez, la disruption due à la Russie, à la guerre, ça a un impact de 1,5 million de barils de jour dans un scénario médian. Mais si on prend un scénario sévère, on est plutôt à 4 millions de barils de jour qui sont détruits dans l'offre mondiale du fait de la guerre en Ukraine. Alors, ce sont des statistiques, des prévisions de Goldman Sachs. Ici, on voit que le China Lockdowns, le Covid, bon, là, il n'y a pas de scénario plus ou moins optimiste ou pessimiste. Le ralentissement en Chine permet de relâcher 0,7 million de barils de jour. C'est autant de moins qui est puisé dans la production. Et puis après, on a différents éléments qui nous amènent quand même. Voilà, on a des scénarios où, dans le scénario le plus modéré, on serait à $105 baril. Dans le médian, on serait à 110 et à 130 dollars dans un cas dégradé. Du côté du gaz, je vais passer assez vite parce que ce sont des sujets qui ont été largement abordés par tous les médias, mais juste donc on sait qu'il y a des pays qui sont extrêmement dépendants du gaz russe. Je reviens pas, c'est le graphe de gauche, mais simplement sur le graphe de droite, sur les capacités de stockage. En fait, quand on regarde la zone grise, c'est le range de 2016 à 2020. Ensuite, on a 2020, c'est la courbe verte. Vous avez 2021 et vous regardez 2021, c'est une année pendant laquelle on a malheureusement pas constitué beaucoup de stocks en Europe, et donc on est presque quasiment sorti de la zone grise, et donc il nous manque du stock pour l'année qui vient. Du côté des métaux industriels, pour continuer notre tour des matières premières, bien là, on voit juste un graphique, mais qui est très parlant. C'est pour des différents métaux qui rentrent dans les chaînes industrielles, notamment des chaînes industrielles européennes. Vous voyez le déséquilibre qu'il y a entre l'offre et la demande. Avec un scénario de base où on n'est déjà pas très bien, hein, puisque quand on regarde les courbes bleues, dans le palladium, il y a un déséquilibre. Et puis, avec un scénario où on exclurait la Russie, on voit qu'on arrive à des chiffres qui sont
très très inquiétant, notamment pour le palladium, mais aussi pour le nickel, etc. On termine avec les matières premières agricoles, où là, on voit, si vous regardez la Russie qui est en vert et l'Ukraine qui est en rouge, on voit que, alors même s'il y a une saisonnalité dans l'année, hein, entre le mois de juillet et le mois de juin, on voit que, au gros, là où c'est très important, vous avez l'Ukraine et la Russie qui sont très très loin devant en termes de fournisseurs des exportations mondiales, 28% des exportations mondiales de blé en mars. Si on prend maintenant le maïs, là, si vous regardez juste l'Ukraine, vous voyez les 32,5 millions de tonnes qui partent de l'Ukraine. Ils sont très importants pour la Chine, ils sont très importants pour l'Union européenne, pour l'Égypte, hein, des pays comme ça. Donc là aussi, on voit qu'il risque d'avoir des répercussions très importantes du fait des problèmes d'exportation de ce maïs et des céréales en provenance de Russie et d'Ukraine. Voilà, je vais passer très vite sur nos vues d'allocation. Bon, ce qu'on fait, c'est que dans ce contexte-là, on diminue très sensiblement notre sensibilité au taux parce qu'on va les taux remonter. En termes d'actions, on préfère les actions américaines qu'on augmente. On reste neutre sur les actions parce qu'on pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, d'être négatif sur les actions. On sait qu'il y a une forme de robustesse quand même. Les marchés semblent encore optimistes, hein, sur l'avenir. En tout cas, ils ne cèdent pas à la catastrophe. Voilà, et on reste quand même à l'écart des émergents. Ça nous semble assez prudent. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que le mot clé, c'est l'inflation, évidemment. L'inflation, cette inflation, elle est mondiale. Elle est mondiale parce que elle a plusieurs sources d'alimentation qui nous viennent d'Asie, avec le Covid, qui nous viennent d'Ukraine et de Russie, et qu'elle touche les consommateurs européens, américains et aussi des pays émergents, notamment quand on parle des céréales. Cette inflation, elle mine le moral des ménages, on le voit, c'est confirmé par toutes les enquêtes que l'on peut lire un peu partout dans le monde. Elle affecte l'industrie et le bâtiment. Elle affecte relativement peu encore les services. Elle ne déclenche pas encore de hausse généralisée des salaires. Ça reste bon. Jusqu'à quand ça va tenir, on ne sait pas, mais pour l'instant, il n'y a pas cette boucle salaire-prix. Elle devrait, cette inflation, s'améliorer à court terme à partir du moment où la Chine sort de sa vague de Covid et qu'il n'y en a pas une nouvelle qui va remplacer celle qui est en train de partir. À moyen terme, elle devrait s'améliorer du fait du durcissement des politiques monétaires de la Fed et de la BCE. Mais d'un autre côté, compte tenu de la transition énergétique d'une part et du souhait d'avoir une plus grande souveraineté en Europe, d'être moins dépendant des importations de matières premières énergétiques, mais aussi des métaux en provenance de Russie, ça va coûter cher. Ça se traduit forcément par des investissements et des surcoûts pour le consommateur. Donc, même si c'est pas le scénario central des marchés, les marchés, encore une fois, hein, c'est pour ça que je commençais par ça, ils sont relativement optimistes. On ne peut pas exclure un risque d'enlisement dans le conflit, voire un risque d'extension du conflit. Par exemple, on voit que sur le plan des cyberattaques, il y a une confrontation directe entre les États-Unis et les Russes. Ça passe pas par l'Ukraine et les Européens. Donc attention à ça quand même, c'est une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. La fin de la guerre, même si elle devait avoir lieu demain, elle ne réglerait quand même pas toutes les difficultés, notamment d'approvisionnement. D'autant que, et c'est les deux photos que vous voyez à gauche, on a la seconde puissance économique mondiale qui est toujours enlisée dans les problèmes de Covid et qui en plus a un problème avec un secteur clé qui est l'immobilier. Donc
Ça n'a rien à voir avec l'Ukraine et ça, c'est quand même un boulet à porter pour l'économie mondiale. Alors, on parle d'inversion de la courbe des taux. C'est vrai que ça inquiète beaucoup parce que qui dit courbe des taux dit de façon quasi systématique une plongée en récession environ 16 mois plus tard. Voilà. Donc ça, il faut le surveiller. Ce qu'on peut dire, si on est un petit peu optimiste, c'est que inversion de la courbe ne signifie pas une récession imminente et ça n'empêche pas une progression des marchés des actions. Mais quand même, c'est pas un bon signal, par quelque bout qu'on prenne ce sujet-là, c'est pas un bon signal. Mais voilà, 2 éléments pour terminer qui sont plutôt optimistes, c'est que d'une part, c'est pas l'effondrement généralisé, la fermeture de toutes les économies comme lors du Covid, et justement, c'est corrélé à la premier point. On le voit très nettement aux USA, c'est-à-dire que les USA, la conjoncture aux États-Unis reste quand même relativement épargnée par ce qui se passe en Ukraine, si ce n'est évidemment l'inflation qui mine le consommateur américain comme tous les consommateurs un peu partout dans le monde. Voilà le tour d'horizon. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous avez des questions? Oui, il y a une question apparemment. Jean-Michel Gay, bonjour, je suis directeur général de TRF Retail, spécialisé dans l'industrie du software, juste pour l'introduction. Merci pour votre présentation d'abord, parce que j'ai vraiment apprécié. Quand on parle d'inflation, quand vous faisiez les comparaisons de l'inflation dans la zone euro, où on dit la France, elle s'en sort bien, étant donné que l'inflation, elle est quand même largement portée par la hausse de l'énergie, est-ce que finalement, tout ce que met en place le gouvernement actuellement ne vient pas gommer cette réelle mesure de l'inflation? Parce que finalement, on présente un chiffre qui est peut-être pas le bon. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, les mesures qui sont prises par le gouvernement, évidemment, elles vont essayer de juguler un peu l'inflation, mais ça sera évidemment pas suffisant et elle touche le consommateur, elle touche plutôt le consommateur final, mais un petit peu moins la partie industrielle. Voilà. Après, je ne sais pas quel est l'impact sur le moral, puisque c'est ça qui est très important. J'ai essayé de passer du temps justement sur les enquêtes sur le moral des ménages, parce que au final, on est très très dépendant des dépenses qui sont faites par les ménages. Et la question, c'est, effectivement, vous avez raison de mentionner les mesures qui sont prises par le gouvernement. Est-ce qu'elles sont suffisantes pour donner confiance au consommateur pour qu'il ne change pas son comportement? Ou est-ce que le consommateur va commencer à se dire, ça y est, je me mets en mode hibernation, et le consommateur français, il a l'habitude de faire ça, il est toujours très pessimiste sur l'avenir, beaucoup plus que d'autres pays. Et donc, par précaution, même si ma situation n'est pas menacée à court terme, parce qu'on l'a vu, le chômage est plutôt à un niveau très très bas, mais voilà, par réflexe, je vais me mettre à consommer un petit peu moins. Et si l'énergie me coûte plus cher, je vais faire des économies sur autre chose. Et cette autre chose, voilà, ça peut toucher beaucoup de secteurs. Okay. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... ma question était sur le doute de ce chiffre. Est-ce que la façon dont est mesurée finalement l'inflation fait que les mesures gouvernementales du coup gomment ce chiffre ou la vraie... non. En fait, le chiffre qui est là, d'abord, il est en zone euro. Donc, ce qu'on a pu partager, c'est Eurostat, c'est sur la zone euro. Alors, c'est sûr que on a 2 éléments en France. On a d'abord le fait qu'on importe, on est moins dépendant, on importe moins de gaz russe. On importe aussi un petit peu moins de pétrole que des Allemands ou des Italiens. Et en plus, il y a le chèque, les chèques d'aide. Donc
l'un dans l'autre, ça diminue. Mais c'est dans le chiffre. D'accord, très bien. Après, je suis d'accord avec votre analyse. De toute façon, le budget, il étant pas extensible, si mécaniquement on doit dépenser plus d'argent, je pense qu'on le vit tous, hein, avec notre énergie, notre zone de confort, qui est pas la même entre tous les individus, fait que ça moindre. Alors, effectivement, ce qu'on peut espérer, et ce que nous on vit en tant que chef d'entreprise à peu près tous, c'est qu'effectivement il n'y ait pas une hausse généralisée des salaires. Pourquoi? Parce que la vraie inflation, elle sera là finalement. Et ce qui impactera l'avenir, c'est combien de temps on peut tenir sans augmenter drastiquement les salaires, sachant que moi, par exemple, je vais vous donner de mon point de vue dans l'informatique, où on a une inflation, mais plus que généralisée, c'est-à-dire que la pénurie même de la main d'œuvre la manque de matière grise fait que déjà on avait un problème, plus l'inflation. Chez nous, par exemple, dans tout ce qui est informatique, c'est vraiment là. Enfin, l'inflation malheureusement généralisée, elle est presque là. Si ça s'étend à tous les secteurs, c'est sûr que là, ça va se tendre encore un peu plus. Mon analyse. Oui. Et effectivement, vous avez tout à fait raison. Il faut se méfier des statistiques qui sont globales, mais secteur par secteur, on le voit bien. Et alors si ce qui se passe aux États-Unis a tendance à passer l'Atlantique et à se propager à l'Europe, comme ça arrive bien souvent, ce qu'on a pu voir, c'est que aux États-Unis, on est obligé de payer des gens pour passer des entretiens d'embauche. On n'est même pas sûr de les embaucher. On est obligé de payer des gens pour passer des entretiens d'embauche. Et il y a beaucoup de personnes qui ne reviennent pas sur le marché de l'emploi. Ça, c'est assez curieux. Après le Covid, des gens qui ont expérimenté en fait le travail à domicile, voire l'inactivité, et qui se disent qu'elles préfèrent avoir un petit job ou voir une petite activité très sporadique, quitte à rester à la maison, plutôt que de revenir sur le marché de l'emploi. Ce qui fait que il y a une attrition de la masse de main d'œuvre qui est disponible. Et ça, ça va pas dans le bon sens. La grande démission, et pour faire écho avec ce que vous dites, j'ai effectivement, moi, des employés qui ont été approchés directement par des sociétés américaines pour les embaucher en télétravail. Ah oui. Ah, c'est très intéressant, ouais. Salaire américain. Ah oui, oui. Très, très intéressant, oui. Alors, je crois qu'il y avait d'autres questions. Je crois qu'il y avait M. Marson qui voulait poser une question. Oui, bon. Oui. Pardon. Oui, bonjour. Nicolas Marson, je suis directeur général des éditions CEPADUS à Toulouse, éditions scientifiques et techniques. Et donc, nous, on a une activité de vente au détail. Donc, on a une prise directe sur le marché et la demande, sur notre secteur qui a ses particularités. En fait, moi, ce que je constate, c'est depuis quelques semaines, mais pas beaucoup, 3 ou 4, un véritable effondrement qui est plus fort que celui qu'on a connu lors du premier confinement. J'ai eu l'occasion de discuter avec les services d'intelligence économique de la Banque de France, qui me dit que finalement, bien avec les chiffres sortis, et je pense qu'il y a un problème à l'instant T, qui sont le temps de production des statistiques. Mon sentiment, c'est qu'en fait, il y a un véritable effondrement de la demande, tout secteur confondu, hormis alimentaire, BTP, et que c'est pas encore rentré dans les statistiques. Et ce qui aussi se lie avec les doutes que je peux avoir sur l'inflation, en écho avec la question précédente. Donc, au niveau de la violence qui est le fait que ce ne soit pas retranscrit immédiatement dans les statistiques, c'est tout à fait. Quel est votre ressenti? Par contre, on vous entend très mal, c'est saccadé. Je ne sais pas si je suis le seul à pas entendre, mais c'est saccadé. Mais la question, Jean-Christophe, c'était surtout de ce qu'on a compris, c'est qu'effectivement, la différence entre la réalité et les statistiques qui sortent, il y a un certain laps de temps. Si tu peux. Non, bien sûr, c'est un très bon point. Vous avez entièrement raison. On a souvent des statistiques qui sont en retard, d'une part, et qui sont, encore une fois, qui sont globales. Donc, si ça se passe bien dans des services, je sais pas, les services à la personne, par exemple, ça peut occulter le fait que ça se passe très très mal dans d'autres branches. Et voilà, on ne saura probablement qu'à posteriori parce que les choses vont très vite.
Et quand ça va très vite comme ça, les statistiques sont probablement pas totalement fiables. Peut-être aussi, Jean-Christophe, en complément de ce qui a été dit, je sais que parfois quand on regarde l'inflation, il y a l'inflation globale et l'inflation aussi hors énergie, parce qu'on sait que ça vient quelque part un petit peu, enfin c'est un peu particulier, je dirais pas que ça vient polluer, mais là en plus dans le contexte actuel, peut-être qu'aujourd'hui on est un peu focalisé là-dessus parce que justement il y a cette forte inflation de l'énergie. Peut-être qu'on peut éventuellement regarder, je ne sais pas si aujourd'hui tu l'as, sur les chiffres, l'inflation globale et l'inflation hors énergie pour voir déjà un petit peu ce qui est. Oui, on l'avait, en fait, on l'a vu, mais hors énergie, on est l'inflation. Alors oui, alors je n'ai pas sur ce. Le problème, c'est que l'énergie étant en top de toute activité ou quasi, forcément, ça a un impact. Là où vous montriez aussi le transport, le coût du transport, le Covid, on sait l'impact que ça a eu sur le coût du conteneur ou certaines entreprises. Alors moi, je bosse beaucoup avec la grande distribution, donc c'est un de mes problèmes. Quand vous deviez payer $5 000 en plus le conteneur pour être à peu près certain qu'il part de Shenzhen. Enfin, toute la boucle finalement, elle est impactée par soit le coût de l'énergie, soit le coût du transport par le coût de l'énergie. Donc mécaniquement, c'est quand même si on enlève l'inflation due à l'énergie, finalement, c'est enlever la source du problème. Donc c'est pas. Effectivement, s'il n'y avait pas de problème sur l'inflation de l'énergie, je pense qu'on serait dans la situation d'avant Covid, avec une inflation quasi flat. Si je peux rajouter un point. Sur notre secteur, la pâte à papier, par exemple, l'indice officiel est à x2. En pratique, les remontées qu'on a du terrain, c'est qu'on est sur du x6 par rapport à la tendance de long terme, en instantané. Et donc, c'est un exemple parmi N de la situation et du décalage entre les statistiques et la réalité du terrain. Et dans le bâtiment, l'inflation, pour travailler avec le DIY, genre Leroy Merlin, etc., c'est plus 30%. 30%, c'est pas rien. Bien sûr. Et avec aussi un phénomène qui risque de s'accentuer, c'est-à-dire le fait que les Chinois, les Asiatiques, essaient de mettre la main sur une offre qui est perturbée et que du coup, les routes classiques, même si l'offre reprend de façon quasi normale, on risque d'avoir quand même une orientation vers l'Asie qui agit un petit peu comme prédatrice par rapport aux acheteurs européens. Et ça, c'est vrai que ça devrait, on va le voir, cette compétition devrait s'accentuer dans les prochains mois. On l'a vu par exemple la pâte à papier enfin, vous connaissez le sujet évidemment nettement mieux que moi, mais sur la pâte à papier, on a vu les Chinois mettre la main sur des grandes quantités de production. Ça perturbe et c'était bien avant le conflit en Ukraine. Mais c'est finalement ce dont on se rend compte, c'est que le Covid a mis en place déjà un mécanisme, après on ne va pas rentrer dans un autre débat, mais la guerre économique avec l'Asie s'accélère mécaniquement, donc il y a des intérêts et puis des politiques sur l'énergie et sur les matières premières. On l'a vu avec les Chinois aussi sur l'acquisition de terres dans le monde entier. Et notamment l'impact sur tout ce qui est denrées alimentaires, qui est colossal. Et là, nous, en tant qu'Européens, effectivement, on se retrouve toujours asservis, soit un modèle américain, soit un modèle russe, soit un modèle chinois. Enfin, on a du mal à trouver notre place au milieu de tout ça, finalement. Et notamment sur nos approvisionnements. Moi, toujours pareil dans l'informatique, mais nous, on essaie de faire en sorte d'être le moins dépendant d'une hégémonie, qu'elle soit américaine ou chinoise, mais c'est pas évident. Et on voit bien que dans les grands groupes, cette prise de conscience
eh bien, elle est difficile aussi au niveau européen. Donc, je ne sais pas comment vous voyez les choses aussi chez vous, chez Natixis, sur le marché européen, sur cette prise de conscience. J'aime pas le terme souveraineté, mais de dire, bah voilà, essayons de tous collectivement de mieux consommer tous les jours, et puis de toute façon aussi stratégique, parce que c'est à peu près le seul impact que nous on peut avoir, c'est la réindustrialisation de l'Europe et en tant que consommateur d'être ultra vigilant sur ce qu'on consomme, d'où ça vient et comment on peut consommer meilleur. Alors, c'est une très très bonne question. On n'a pas d'outils statistiques pour le moment qui mesurent ça. En tout cas, je n'en ai pas connaissance. C'est probablement d'ailleurs un outil statistique qu'il va falloir mettre en place. Ce qu'on voit, c'est des témoignages comme le vôtre, en fait, mais une multitude de témoignages qui s'ajoutent les uns aux autres, où on a des grands donneurs d'ordre. Par exemple, je pense par exemple à des grandes de la cosmétique qui de plus en plus imposent à des fournisseurs en Europe, en zone euro, à défaut d'être en France, mais qui sont sur des produits où la marge permet d'absorber un surcoût par rapport à une production qui vient de Chine. Mais c'est vrai que beaucoup d'entreprises commencent à voir une vulnérabilité sur le fonctionnement des transports en provenance d'Asie. Et donc, la résultante, c'est que c'est pas forcément que pour une question de prix, c'est-à-dire qu'il y a de toute façon un sujet stratégique à être moins dépendant de fournisseurs qui sont un peu aléatoires et sur lesquels il y a des problèmes d'acheminement. Donc, ce mouvement-là, alors on peut pas dire qu'il se généralisera à tout, mais il semble vraiment être enclenché et il semble gagner du terrain jour après jour. Maintenant, on n'en a pas encore. Enfin, moi, je vois pas concrètement dans des chiffres. Ce qu'on peut juste rajouter, c'est que l'Allemagne, qui a bâti toute sa stratégie depuis des années pour sortir ses productions vers l'Asie, vers la Chine principalement, est en train de revoir sa stratégie et devrait compter beaucoup plus sur l'Europe pour justement être moins tributaire de partenaires qui sont comment dire pas totalement fiables, parce que la Chine c'est pas fiable pour plein de raisons, mais sur le plan politique, ce qui se passe en Russie pourrait se passer avec la Chine, c'est-à-dire un désaccord, pour pas dire plus, entre Chinois et Occidentaux, et là si vous êtes trop tributaire d'un approvisionnement chinois, vous êtes très très mal. Donc voilà, ce souhait d'avoir une plus grande souveraineté, il me semble, c'est quelque chose qui est stratégique et qui devrait donc se dérouler sur les années qui viennent. Et pour reboucler avec vos activités, vous, Natixis, comment vous vous positionnez face à la hausse des taux, sur justement le soutien au financement des entreprises? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? Quelles sont voilà, les prévisions sur l'endettement des entreprises au titre de l'investissement? Je ne parle pas de l'investissement cash flow ou enfin du soutien cash flow ou des choses comme ça, mais plutôt vraiment au titre de l'investissement. Alors, là, si vous voulez, je prends le relais, moi, directement au niveau Banque Populaire. D'accord, juste sans vous prendre trop de temps, donc on va quand même parler du cash flow parce que c'est important. Au niveau de l'État, ils sont en train de mettre en place de nouvelles mesures. Donc, par rapport aux besoins de trésorerie supplémentaires, avec l'augmentation des enveloppes de PGE. D'accord, donc les enveloppes de PGE qui pourraient passer pour les entreprises qui ont des problèmes d'approvisionnement ou des problèmes de dépenses énergétiques par rapport à la crise ukrainienne, montant du PGE qui pourrait être monté à 35% au lieu des 25% actuellement. Donc ça, bon, c'est quand même sympa. Ensuite, derrière, il y a des prix bonifiés qui vont arriver. Donc là, pour le moment, c'est en pourparlers. Hein. Tout ce que je vous dis, si vous voulez, c'est en avant-première. Ouais. Et à quel taux? Excusez-moi, parce que si on veut...
Alors, en termes de PGE, on est toujours sur les mêmes typologies de taux, c'est-à-dire la première année à 0,25, après avec une seconde année qui va dépendre, puisque vous devez vous positionner en fin de première année sur la durée globale de l'investissement, et le taux évolue en fonction. Sur le second prêt bonifié, donc là, on est sur des taux des maturités à 6 ans, sur des taux de 2,25, d'accord, c'est pour faire face aux tensions de trésorerie d'approvisionnement. Donc là, si vous voulez, c'est avec une franchise d'1 an. Donc, c'est des enveloppes, si vous voulez, qui vont être mises en place jusqu'au mois de décembre 2022 pour le moment. Mais encore une fois, pour le moment, si vous voulez, moi, j'ai que les informations, mais je n'ai pas tous les décrets. Le troisième emprunt serait les prêts de croissance industrie, donc des prêts destinés à renforcer la structure Excuse-moi, financière. Gabriel. Ouais. Juste, on voit vos mails. Je ne sais pas qui c'est qui partage son écran, mais on voit les mails. Donc, c'est juste pour vous, pour la Ah, confidentialité. c'est pas moi. Ouais. Ouais, Ouais. voilà. Ah ben, par contre, oui, j'aurais pu, à la limite, j'aurais pu partager mon écran, parce que je l'ai, pendant qu'on discutait, vous avez dû voir que j'écrivais. Et en fait, j'étais en train de préparer le support à l'arrache, comme d'habitude. Ah, très bien. Mais je vous le ferai passer. Et c'était entre autres pour vous. Donc là, vous le voyez, le troisième type de prêt, c'est les prêts croissance industrie, donc qui permettent de renforcer la structure financière de l'entreprise. D'accord? Donc, c'est des prêts qui sont mis en place avec BPI. D'accord, entre 50 000 € et 5 millions d'euros pour les TPE, PME et TI de plus de 3 ans. La durée du prêt peut s'étendre à 10 ans. Donc, en passant très rapidement, donc là, c'est des prêts qui sont garantis à 80% par BPI. Voilà, toujours dans le même principe de Ouais. garantie. Ouais. Et je vous rappelle par contre, bon ça je vous le dis pour ma sauce interne, hein, on a aussi les fameux prêts Foster et Foster Relance qui sont cofinancés via les enveloppes de la région. D'accord? Et le Foster Relance notamment. Alors, le Foster classique, vous devez le connaître, hein, lui, il fait face à tout type d'investissement. D'accord? Donc, l'intérêt du Foster classique, si vous voulez, c'est que la durée est de 10 ans maximum. D'accord? Et derrière, nous, on a une contre-garantie de l'Europe à hauteur de 80% qui ne vous coûte absolument rien. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant en termes d'investissement, de croissance externe ou autre. Et on a mis en place après ce qu'on appelle le Foster Relance, qui lui est un prêt subordonné. Donc, qui dit subordonné, ça veut dire que le recours se fait en dernier lieu. Où là, par contre, on finance quasi exclusivement du BFR, donc sans justificatif, pour autant qu'on ne refinance pas des dettes causées, donc des emprunts actuels ou du découvert. OK, avec une contre-garantie de l'Europe à 80%, pareil sans frais. Dernière chose, deux derniers points, vous avez les prêts EGF. Donc là, on en a parlé lors de comités précédents, mais s'il y avait besoin, on verra avec Michael de refaire un zoom dessus parce que ça peut être d'actualité. Où là, sur les prêts EGF, ben, c'est un peu comme les prêts croissance dont on a parlé. Alors, puisque ce sont les taux qui vous intéressent, tous ces prêts-là, si vous voulez, sont à 10 ans avec des taux qui sont inférieurs pour certains à 3, pour d'autres à 2, vu l'augmentation des taux qu'il y a eu depuis quelque temps. Donc, je ne sais pas si ça répondait à votre question, entre autres. Oui, si, parfait. Et je suis intéressé par le Foster, là, c'est où Ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est à la limite, si vous êtes intéressé par le Foster, vous me contactez, vous m'envoyez un mail et moi, je vous enverrai toutes les caractéristiques dessus. Ouais, d'accord. Hein? Donc, du coup, Michael, on aura les coordonnées, c'est ça? On les a peut-être déjà, mais je les ai. Ouais, bah, je te les renverrai, ouais, si tu veux. Ouais. De toute façon, moi, pendant que mes collègues faisaient leur présa, vous avez dû voir que je tapais des trucs. Je vais vous envoyer, puisque je l'ai fait, mais encore une fois à l'arrache, hein, ce que j'ai appelé le plan de résilience Ukraine avec les nouveaux types de financement qui vont arriver. Alors, en sachant que c'est une première ébauche, hein, donc ne vous arrêtez pas à toutes les conditions. D'accord, mais ça vous donnera déjà quelques éléments par rapport au PGE, par rapport au prêt croissance industrie. Après, par contre, pour en revenir sur Foster, EGF et même PPR, hein, qui pour moi revient à la mode aussi, n'hésitez pas à me recontacter si besoin. Quoi. Ok, voilà. Franchement, c'est pure curiosité, mais je ne connaissais pas le dispositif, donc voilà. Ah, là, c'est bien. Et moi, vous faites toujours le paiement sur commande ou pas, du coup? Non, je t'ai répondu, hein, comme quoi je t'avais répondu verbalement que pour moi, c'était, ça avait été arrêté au 31 décembre et j'ai eu confirmation comme quoi par rapport à la facturage, les avances sur commande ne sont pas prolongées. Ok. Voilà. Merci. De rien.
J'ai une question, si et je vois Oui. pas d'autres mains levées, donc je vais en profiter. Vous parlez de secteurs qui étaient porteurs, évidemment. Et dans l'industrie de défense, sur les projets notamment liés, je vais appeler ça haute technologie, donc tout ce qui est drone, tout ce qui est voilà, susceptible d'être lié à des activités défense. Est-ce que là, la banque que vous êtes est enclin à être enfin, va accompagner des projets dans ce sens-là ou pas plus? C'est-à-dire, si vous n'avez pas de consignes particulières ou d'envie particulière? Alors là, je dirais, je peux répondre. En fait, effectivement, nous, de la manière dont on fonctionne, c'est qu'effectivement, à travers les EPCVM et les fonds qu'on va créer à votre destination pour les placements, effectivement, en fonction des différentes thématiques de gestion qu'on va avoir, effectivement, bah, on peut avoir ce type de secteur-là en portefeuille. On a un affilié, comme vous voyez derrière, on a plein de marques associées qu'on sélectionne dans le cadre de la construction de nos portefeuilles. Et donc, il y a un affilié qui s'appelle Thematics, qui est vraiment sur je dirais, comme son nom l'indique, des expertises très spécifiques de croissance séculaire, donc vraiment à très long terme. Et complètement, ce type de secteur-là, via justement, on va dire de technologie-là, via les drones, à la fois pour la sécurité, ça touche plein de domaines en fait. C'est ce type de structure-là qu'on peut avoir en portefeuille dans ces fonds. Donc effectivement, après, tout dépend de l'expertise du gérant et finalement de ce qu'il va mettre en portefeuille, mais exactement, c'est tout à fait ce type d'investissement qu'on peut sélectionner. Ok, merci.